Alors, je vais commencer tranquillement. Alors, bienvenue à tous et toutes en ce beau midi ensoleillé. Moi, de mon côté, je vois de la belle neige, un beau soleil sur les arbres. Vous voyez nos bureaux du Centre d'écologie urbaine derrière moi. Ce n'est qu'un mirage. C'est une photo. Moi, je suis chez moi. On est délocalisé, le Centre d'écologie urbaine. Alors, je me présente à ceux et celles qui sont avec nous présentement ce midi et les autres qui viennent d'arriver. Je m'appelle Julien Voyer. Je suis chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal et je vais être votre animateur pour ce webinaire. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. C'est notre deuxième événement d'une série de 3 sur la transformation des espaces publics par les données. Et vous êtes plus de 300 inscrits ce midi. Et pour mieux vous connaître, savoir qui vous êtes, d'où vous écoutez ce webinaire, on va vous lancer un petit sondage. Alors vraiment, ce sondage-là, ça nous aide à savoir qui on a rejoint ce midi et pour par la suite mieux évaluer nos méthodes de communication. Alors, merci de bien vouloir le remplir. Le 4 février, vous étiez plus de 200 à avoir assisté à notre conférence avec Birgit Zvar, la coautrice de l'ouvrage La vie dans l'espace public, comment l'étudier. Et il vous est possible de visionner la conférence au lien qui vous est partagé dans le chat. Alors, j'ai ma collègue Pauline qui vous partage un lien dans le chat. Alors, à la conférence de lancement, on a parlé du pourquoi. Pourquoi mener des études de la vie dans l'espace public avec des exemples de projets de partout à travers le monde qui, on l'espère, vous auront inspiré. Et dans la conférence d'aujourd'hui, on se plonge vraiment dans le comment adapter les méthodes au contexte canadien et comment utiliser les données. Alors oui, vous êtes bien à la conférence Études de la vie dans les espaces publics, comment appliquer les méthodes et utiliser les données. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais juste passer à travers quelques indications avant de débuter. Alors, la conférence est enregistrée, elle va être accessible par la suite en ligne. Vos micros et caméras sont désactivés pour laisser toute la place aux présentations. Si vous avez des problèmes techniques, les coordonnées de la personne ressource sont envoyées dans le clavardage. Vous devriez déjà l'avoir reçu. Les questions peuvent être partagées dans la boîte questions et réponses et vont alimenter la période d'échange. N'hésitez pas à écrire tout au long de la présentation des outils qui vous auraient inspiré sur les études de la vie dans les espaces publics. Ça nous alimente et on pourra, nous, par la suite, les partager, vous les envoyer par courriel, dans une réflexion collaborative. Alors, aujourd'hui, je vais commencer en vous introduisant, on peut passer à la prochaine diapo, pour un peu notre menu du jour. Je vais commencer en vous introduisant un peu plus à la revue et mode d'emploi des études de la vie dans les espaces publics que nous avons lancé début février. Et ça, pour une quinzaine de minutes. Moi, je vais surtout vous parler d'exemples sur les centres-villes et les parcs. Ensuite, je vais céder la parole à notre invitée, Marie-Hélène Armand, qui est conseillère en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. C'est une véritable experte au Québec sur la question. Elle a contribué à lancer le chantier sur ses études il y a plus de 10 ans et elle a participé à leur popularisation dans de nombreux projets à la Ville de Montréal. Elle va vous en parler tout à l'heure. Et on va terminer par une période d'échange où vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit dernier check-up pour les indications avant de débuter. On peut retourner à la diapo avant. La conférence va être enregistrée et accessible par la suite. Et si vous avez des problèmes techniques, les coordonnées de la personne ressource sont envoyées dans le clavardage. Et n'hésitez pas à écrire tout au long de la présentation vos questions. On va les prendre à la fin. Alors, merci. On peut aller au prochain. Étant donné qu'il est midi, on commence bien notre présentation. Alors, j'aime débuter les présentations sur les études de la vie dans les espaces publics avec cette citation de Yang Giel que vous connaissez sûrement, au moins de nom. Alors, c'est l'architecte qui a popularisé les Public Space et Public Life Studies, que l'on traduit par études de la vie dans les espaces publics, EVEP. Et je vais utiliser cet acronyme-là tout au long de la présentation. Ici, il rappelle ce que veut dire créer des villes à échelle humaine. Il écrit que si les cultures et climats sont différents dans le monde, les gens sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire avec les mêmes besoins. On a le goût de marcher, de s'asseoir, de s'approprier nos espaces publics si on nous en donne la possibilité. Mais les urbanistes ne peuvent pas planifier dans le noir. Il faut des données probantes pour savoir ce qui marche, quels équipements sont adaptés pour répondre aux besoins humains.
Alors, c'est cette idée d'écologie urbaine, le lien entre l'humain et son environnement, qui est au cœur de la mission du Centre d'écologie urbaine depuis maintenant 25 ans. C'est nos 25 ans cette année. Euh, alors, l'écologie urbaine, c'est de créer des environnements par et pour l'être humain, des villes plus démocratiques, écologiques et en santé. Avec GEL, notre partenaire depuis plus de 10 ans, GEL Architects, on partage la conviction qu'il est urgent de concevoir des villes à échelle humaine, des villes aménagées pour que les gens se sentent en sécurité dans les rues et les parcs et aient envie de les fréquenter. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous partagez aussi cette conviction, on l'espère. Merci encore de vous joindre à nous ce midi. Et c'est ici qu'interviennent les études de la vie dans les espaces publics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet acronyme EVEP? Par étude, on entend l'évaluation des éléments physiques et sociaux d'un lieu qui englobe différentes formes de collecte de données. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et comme on peut le lire dans le guide complet que nous lancions déjà en 2019, on va vous partager le lien vers cet outil dans le chat. Un petit rappel maintenant sur l'histoire des EVEP. Alors, d'abord développé par Jan Gehl au tournant des années 70, c'est notre première date sur cette ligne du temps. Plusieurs villes ont rejoint ce mouvement. C'est à New York et San Francisco en 2006-2008 où se sont faits les premières EVEP en Amérique du Nord et ils ont eu comme impact la piétonisation partielle ou totale de lieux touristiques majeurs. On peut penser à Times Square. Ici au Canada, certains seront peut-être surpris de savoir que ce sont d'abord des petits organismes qui ont utilisé ces méthodes, dont l'organisme ADD Cities en Ontario dès 2011. Mais avant, le Centre d'écologie urbaine en a joué un rôle de pionnier en invitant GEL dès 2009 pour présenter ces méthodes avec une première conférence et ensuite une formation professionnelle en 2010, organisée notamment par nul autre que notre invitée, Marie-Hélène Armand, qui travaillait à mettre en place des plans de quartiers verts actifs en santé il y a plus de 10 ans maintenant, où elle utilisait des EVEP. On utilisait des EVEP au Centre d'écologie urbaine. Alors, prochaine diapo. Plus tard, ce sont des grandes villes canadiennes comme Toronto en 2016 et Vancouver en 2017 qui ont eu recours à ces études pour planifier leur centre-ville. Ils ont testé des nouveaux indicateurs innovants et je vais vous en présenter quelques-uns tout à l'heure. En bref, que vous soyez professionnel, élu, issu d'une association commerciale ou communautaire ou des simples résidents engagés, vous pouvez mener ces études. Et c'est dans cette idée qu'en 2019, on a mis en ligne le site lesespacespublics.com pour démocratiser ces méthodes. Et sur ce site, ça vous donne accès à des grilles d'observation imprimables en un simple clic. Malgré ces 10 ans de pratique partout au Canada, jusqu'à maintenant, aucune publication n'avait montré quels étaient les impacts de ces études, mais aussi comment les villes canadiennes les adaptaient à leur contexte. Pour combler ce vide, on a lancé la première revue et mode d'emploi des études de la vie dans l'espace public au Canada pour encourager la transformation des espaces publics partout au pays à l'aide de données probantes. Dans cette publication, ce que vous trouvez, c'est un plaidoyer, un état des connaissances, 10 études de cas canadiennes et un guide pratique. Ici, vous voyez maintenant nos 10 études de cas qui sont loin de rendre compte, on peut changer de diapositive, qui sont loin de rendre compte de toutes les études de la vie dans l'espace public au pays, mais elles donnent un aperçu de leur diversité, autant en termes de type de site que de leur objectif. Alors, elles se situent dans des grands centres, comme un parc à Toronto, une rue piétonne temporaire à Montréal, ou encore dans des processus de planification d'un centre-ville au complet à Vancouver, mais aussi dans des villes de taille moyenne, comme Mississauga ou Kingston. On y découvre donc que les EVEP sont loin de se confiner aux grands centres urbains. Alors, pour réaliser le guide, on s'est basé sur des entrevues avec des urbanistes de partout au Canada à qui on a demandé pourquoi ils mènent ces études, les éléments facilitants, pour vous éviter là, de reproduire les mêmes erreurs, mais aussi les impacts principaux de ces études pour comprendre vraiment à quoi ça sert de mener des études de la vie dans l'espace public. Alors, maintenant, dans mon petit 15 minutes de présentation, je vais vous présenter les 4 grandes méthodes standards d'études de la vie dans les espaces publics et où on va voir des exemples d'indicateurs qui sont utilisés par les villes et les organismes communautaires au Canada. Et je vais terminer avec 2 études de cas qui permettent de voir leurs impacts. Alors, avant d'aller plus loin, on va juste regarder notre résultat de sondage pour savoir qui est là avec nous aujourd'hui. Vous allez le voir sous peu qui s'affiche à votre écran.
Alors, on voit qu'on a 62 personnes en aménagement et en design et qu'on a la majorité des gens, 99, qui sont de la province de Québec et on a quand même une dizaine qui sont d'un autre continent aujourd'hui. Alors, merci d'être là avec nous. Alors, on se plonge dans le cœur de la présentation. Alors, la première méthode, c'est le dénombrement des usagers selon leur profil. En bref, ce sont des décomptes selon le genre et l'âge, plus traditionnellement, mais on en voit des nouveaux émerger. Il est possible de mener aussi des sondages in situ en complément pour tenir compte des caractéristiques non observables à l'œil nu, comme le niveau d'éducation ou l'ethnicité. Et vous voyez à votre écran les deux outils imprimables offerts par le Centre d'écologie urbaine pour mener vous-même ce type d'études. Alors, des exemples d'indicateurs pour cette méthode. Les villes utilisent ce type d'indicateur non seulement à l'échelle d'un parc, ça, ici à gauche, vous voyez l'exemple d'un décompte selon l'âge à Kingston, mais aussi à l'échelle d'un centre-ville, comme le fait la ville de Vancouver en 2020, en comptant le ratio homme-femme de différents espaces publics, ils l'ont fait pour 150 espaces. Et pourquoi on mène ce type de décompte aujourd'hui? Alors, que ce soit les personnes âgées, les enfants ou les femmes, leur présence ou leur absence de ces groupes vulnérables, c'est utilisé de plus en plus comme des indicateurs du niveau de sécurité, de la qualité d'un lieu et d'une mesure de son ambiance. Alors, ça permet de mener, après avoir posé un diagnostic, de mener des interventions ciblées. Par exemple, on va ajouter des lumières, on va adapter la programmation. Alors, un exemple, une citation tirée de notre guide, une des organisatrices d'études de la vie dans l'espace public de ADD Cities, l'organisme ontarien qu'on a interviewé, elle nous a expliqué que ce type de décompte, c'est important parce que les aménagistes et décideurs peuvent avoir l'illusion du succès d'un parc lorsqu'il y a beaucoup de gens qui y sont et que c'est forcément synonyme d'inclusion. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que les gens, on ne voit pas ce qu'on ne peut pas voir. Alors, c'est-à-dire que si on ne fait pas des décomptes avec une méthode rigoureuse, on ne sait pas quels groupes sont absents. D'où l'utilité de mener ce premier type de décompte. Deuxième méthode, de nombreuses villes ont compté des gens qui se déplacent à pied, à vélo, en trottinette, en poussette. Il s'agit du dénombrement des gens en mouvement. Alors, des professionnels nous ont expliqué qu'avoir ces données leur permettait de mieux dialoguer avec leurs collègues qui sont plus habitués aux statistiques sur le trafic automobile et ça les aide à justifier des repartages de rue au profit des usagers actifs, d'avoir ce type de données-là pour justement dialoguer avec les statistiques sur le trafic automobile. Alors, on va voir quel type d'indicateur on utilise. À droite, avec des points de tarte, vous voyez un indicateur que Toronto et Vancouver ont utilisé. On a traduit l'expression stickiness en anglais par taux de rétention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous suffit d'aller chercher le nombre de personnes qui restent sur place dans un lieu pour en profiter et de le diviser par le nombre total de personnes qui y passent. Et ça nous permet vraiment de voir quels lieux sont performants pour inviter les gens à rester sur place pour en profiter. À droite, ce que vous voyez, c'est à Toronto, le parc Alexandra a le plus haut taux de rétention dans leur décompte. Il y a près d'une personne sur trois qui s'y arrête. Alors, de cette manière, la ville de Toronto a pu cibler les parcs et rues moins attractifs et où agir en priorité. Et ça leur est utile dans des grandes villes qui se densifient depuis des décennies et doivent adapter un nombre restreint de parcs à un nombre exponentiel de personnes. Alors, ça leur permet de prioriser les interventions. À gauche, la ville de Toronto a aussi combiné plusieurs types de décomptes. Par exemple, le décompte d'usagers des transports en commun, de piétons, d'automobilistes. Et elle a combiné ça aux mesures de l'espace d'une rue, la longueur du trottoir, largeur du trottoir, largeur de la rue. Et ils ont pu montrer que sur la rue King, il y avait plus de 60% d'espace qui était dédié aux voitures, alors qu'ils étaient seulement 16% des usagers. Ça a donné un bon argument pour effectuer un repartage de la rue par la suite. Troisième outil qui est utile pour créer un diagnostic, autant sur la popularité des différentes aires d'un lieu que leurs différentes fonctions. En bref, pour comprendre l'ADN en vue d'un réaménagement futur, on appelle ça la cartographie des activités. En allant regarder ce que font les utilisateurs d'un espace, quand ils le font et où, il est facile ensuite de cibler très finement les lieux qui ont besoin d'un coup de pouce. Alors, à gauche, vous voyez, on peut changer de diapositive. À gauche, vous voyez une cartographie réalisée dès 2012 par l'organisme ATD Cities.
situé sur le parc Bercy, avec des points pour chaque utilisateur et utilisatrice et des couleurs pour différents types d'usages, par exemple des enfants qui jouent, des gens assis. Et ça montre que de nombreux espaces verts étaient sous-utilisés et méritaient une revitalisation pour multiplier leurs usages. Et à droite, vous voyez un décompte des différentes activités sur le parc Breakwater à Kingston, où les différentes activités sont illustrées par des pictogrammes. Et dans le cercle orangé, on présente combien de temps les gens restaient sur le site. Alors, l'été en haut, on a une moyenne de 35 minutes, et l'hiver en bas, une moyenne de 5 minutes sur le site l'hiver. Alors, on reste beaucoup moins longtemps sur le site, et ça montre que les gens continuaient à sortir l'hiver, mais moins longtemps, et que des interventions étaient nécessaires pour rendre l'espace plus convivial durant la saison froide. Dernier et quatrième type de méthode, ça porte sur l'environnement, le milieu. Alors, de nombreuses villes canadiennes aujourd'hui vont utiliser ce type d'outils pour adapter leur offre de mobilier, leur réglementation et créer même des guides d'aménagement. Elles vont faire l'inventaire d'un lieu public en comptant le mobilier présent et celui utilisé, faisant des comparatifs, et vont étudier la qualité des façades des immeubles également et utiliser la désormais célèbre grille de Gehl, de 12 critères de qualité. Notre invité de la première conférence nous l'a présenté, pour voir si un espace est par exemple 1, sécuritaire, 2, plaisant ou divertissant et 3, confortable. Alors, à gauche, vous voyez un exemple à Toronto où on a fait une analyse photographique de plusieurs sites et on a utilisé une grille justement d'évaluation de critères de qualité qu'on a adaptée au contexte canadien. On a évalué si le lieu est dynamique, relaxant, sécuritaire ou s'il encourage le jeu à longueur d'année. À droite, ce qu'on voit plutôt, c'est l'évaluation des façades pour l'ensemble du centre-ville de Vancouver. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est peut-être un peu petit, c'est que les lieux où les façades de rue qui donnent sur la rue sont actives et attractives, et en bleu, celles qui sont plus ennuyantes. Alors, à quoi ça sert ce dernier type de méthode? C'est sûr qu'on peut les utiliser seuls pour poser un diagnostic, mais on peut les combiner à des décomptes et ça devient encore plus riche pour poser des questions comme est-ce que les espaces avec moins de mobilier public attirent moins de femmes ou de personnes âgées? Sont-ils moins inclusifs? Ensuite, on peut poser un diagnostic, mais on peut aussi avoir des surprises et se tromper. Alors, les études de la vie dans l'espace public, ça permet de sortir de nos a priori, de nos recettes magiques en aménagement qu'on pense qui fonctionnent et vraiment d'aller voir sur le site avec une méthode scientifique ce qui marche et ne fonctionne pas. Et une leçon qu'on sort de notre guide justement sur ce type de combinaison de décomptes et de méthodes, c'est qu'on est allé mener des analyses à Toronto selon des types de typologies de parcs et d'espaces. Alors, la ville de Toronto a mené une analyse sur son centre-ville en 2016, et quand ils ont analysé les résultats, ils ne sont pas allés site par site seulement, mais aussi par type de parc. Alors, on parle de petits lieux de proximité sous-utilisés, des forêts urbaines, des parcs sur des propriétés privées. Et ils ont ensuite créé des politiques ou des espaces publics sur des propriétés privées. Et ils ont ensuite créé des politiques par catégorie d'espace. Alors, plutôt qu'un espace à la fois, ils sont allés en créant des typologies. Ça vous donne une idée de ce qui est possible de faire avec des données probantes sur les usages et les usagers à l'échelle d'un centre-ville. Alors maintenant, vous connaissez mieux nos 4 grandes méthodes plus standards et quelques leçons de professionnels. Et je vous propose de nous attaquer à 2 études de cas pour mieux comprendre comment les EFEP changent les manières de planifier au Canada. Alors, dans la revue qu'on a lancée le 4 février, vous trouvez ces études de cas sous forme de fiches. Et dans chaque fiche de la revue, vous retrouvez 6 éléments. Par exemple, le portrait de l'aire d'intervention et les objectifs qui dit pourquoi on a mené l'étude, les méthodes utilisées ou qu'on a le comment, mais aussi les impacts et les méthodes innovantes utilisées. Alors, dans chaque fiche, on mentionne les méthodes aussi complémentaires, par exemple des consultations, des focus group ou des marches exploratoires, parce que, comme vous le savez sûrement, les EVEP, les études de la vie dans l'espace public, ça ne remplace pas les processus participatifs. Ça les complète et ça nous permet de prendre en compte des usagers qui sont parfois délaissés des consultations officielles par manque de temps, d'intérêt ou de ressources de leur part. Alors, première étude de cas. Je vous emmène d'abord en 2011, à l'époque où l'organisme ontarien ADD Cities testait des techniques dans des programmes visant la création de milieux de vie plus en santé. Alors, ils se sont inspirés de la méthode de Gehl, mais aussi des méthodes de Project for Public Space, que vous connaissez peut-être parce que cet organisme s'est inspiré d'un autre pionnier des EVEP. Alors, Jan Gehl n'est pas le seul à avoir testé ce type de méthode. On parle du sociologue et urbaniste américain William White.
Alors, leur programme a aidé à transformer des parcs de Kingston à Mississauga en passant par Thunder Bay, mais aussi à Toronto. Alors, au tournant 2010, il était prévu qu'un petit parc à Toronto, oui, on peut revenir, à Toronto, entouré des grandes tours à bureaux, fasse l'objet de rénovation, le parc Bercy. Le but était de l'adapter à la nouvelle densité du quartier, mais il manquait un financement suffisant. Alors, c'est là qu'est intervenu, en 2012, l'équivalent ontarien d'une société de développement commercial, la St. Lawrence Market BIA, qui est venu soumettre la candidature du parc au programme de ADD Cities. Et comme je vous disais plus tôt, c'est des organismes communautaires qui ont lancé un peu le bal des EVEP au Canada. Ça, c'en est un exemple. Alors, c'est donc une organisation locale qui a commandé l'EVEP et non une ville. Maintenant, je vous donne un petit aperçu des résultats. Ce type de cartographie que vous voyez à l'écran, je l'ai montré un peu tout à l'heure rapidement, elle a permis d'identifier les espaces sous-utilisés. Alors, notamment, ceux en bordure du parc sont cruciaux pour rendre l'espace invitant pour les passants. Et il a été possible de déterminer, grâce au comptage des activités, que seulement 1% des usagers faisaient de l'activité physique. Alors, étant donné que le programme est orienté justement sur créer des milieux qui favorisent les bonnes habitudes de vie, on a mené un comptage sur combien de personnes faisaient des activités physiques sur place. Et on a vu aussi que 58% des gens y restaient pour s'y asseoir seulement. Et ces décomptes, ça a permis de justifier la création d'espaces verts plus multi-usages pour faire bouger les Torontois et Torontoises. Et quel autre impact a eu cette étude? Ici, vous avez un aperçu du avant-après, du design final qui a été fait par Cormier et Associés, avec une fontaine et des espaces verts qui valent le coup d'œil. Mais le tout a coûté la modique somme de 8 millions de dollars. Alors, comment on a trouvé cet argent? L'étude de la vie dans l'espace public a aidé, et tout le programme de consultation a aidé la SDC à démontrer l'importance du parc pour la communauté. Elle a aidé à justifier l'utilisation de fonds qui sont créés pour des aménagements communautaires avec les compensations qui sont versées par les développeurs. Alors, c'est peut-être un peu complexe ce que je vous dis, c'est finalement, au lieu d'avoir directement de l'argent qui est envoyé du fédéral et du municipal, c'est des fonds qui sont créés avec les compensations qui sont versées par les développeurs. C'est quelque chose qui existe au Canada. On parle de fonds créés lorsque les développeurs obtiennent des dérogations de hauteur, de densité, et ça existe aussi au Québec. Alors, ça vous donne une idée de comment les EVEP et tous les processus consultatifs qui ont été menés dans ce programme par ADD Cities sont des outils utiles pour des organismes communautaires afin de justifier de nouveaux investissements privés comme publics dans les parcs. Alors, on passe des parcs au centre-ville dans ma dernière étude de cas. Alors, la deuxième étude, c'est la plus grande EVEP qui a été menée en Amérique. On l'a menée avec 500 volontaires sur 150 sites et ça a été fait été comme hiver. Alors, pourquoi elle a été menée? C'est intéressant de savoir que cette étude, elle fait suite à une motion du conseil municipal qui a été adoptée en 2010 suite aux Jeux olympiques d'hiver. C'est qu'à l'époque, les Jeux avaient apporté une plus grande attention aux espaces publics du centre-ville avec des programmes de piétonisation. Alors, le but, c'était, nous a confié un urbaniste de la ville de Vancouver, de créer des référentiels de performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, créer des référentiels de performance? Quand vous évaluez l'impact d'un aménagement, il manque souvent les décomptes avant. Parce que dès qu'on a le financement, on n'a pas le temps nécessaire de mener ce type d'études. Il faut aller de l'avant pour mettre le projet en marche. Et grâce à cet EVEP, sur 150 sites, Vancouver se donne les moyens d'évaluer les aménagements futurs. Justement, en ayant des données sur le avant, on va pouvoir mener des EVEP et tester l'impact de l'aménagement. Alors, ce plan très récent, il regorge de nouveaux types de décomptes et cartographie. Et je vous ai montré deux cartes tout à l'heure sur l'activation des façades et le ratio homme-femme dans 150 espaces. Mais avec ce dernier exemple, je vais attirer votre attention sur un nouveau type de décompte lié à des objectifs actuels d'équité et d'inclusion. Alors, dans ce graphique à gauche, vous avez un résumé de l'ensemble des observations sur une journée pour tout le centre-ville. Les différentes couleurs que vous voyez, ça représente les types d'activités. On y retrouve des catégories habituelles, comme des activités culturelles en violet, manger en bleu. Et j'ai mis à droite des graphiques en cercle pour un site pour vous montrer que ce décompte a été fait également site par site pour avoir des diagnostics plus fins. Mais là où cette étude se démarque, c'est par l'observation de pratiques stigmatisées. Alors, c'est indiqué avec ma flèche en noir. En différentes teintes de gris, la ville de Vancouver est allée dénombrer les personnes qui mendient, dorment à l'extérieur, utilisent des drogues. Alors, pourquoi on est allé mener ces décomptes?
Ces observations sont allées nourrir une des premières stratégies pour l'espace public au pays qui utilise des données probantes afin de se fixer des objectifs en termes d'inclusion et de convivialité. Alors, par exemple, au niveau des personnes vulnérables, la politique vise à créer un domaine public équitable, accessible et invitant qui permet à tous et toutes de participer à la vie dans les espaces publics. Alors, cette nouvelle politique, elle va être plus aisément mise en pratique grâce aux données précises qu'on a récoltées sur le lieu et le moment des pratiques stigmatisées pour rejoindre finement, par exemple, les personnes en situation d'itinérance dans les lieux qu'ils fréquentent. Alors, notre vue et mode d'emploi, ça vous donne un aperçu de méthode DEVEP adaptée au contexte canadien, le tout en français. Alors, pour les francophones qui s'impatientent depuis des années de ne pas pouvoir lire un rapport de Giel dans la langue de Molière, je diverge un peu de notre vue avec un petit élément d'actualité. Vous serez content d'apprendre que la semaine passée, la ville de Lausanne publiait la première étude en français rédigée par Giel sur l'ensemble de centre-ville. On vous partage le lien dans le chat. Et en attendant, pour d'autres outils en français sur ces questions, vous pouvez consulter sur notre site web nos outils et conférences ainsi que notre revue. Alors, dans ma portion, j'ai choisi de parler surtout des parcs et du centre-ville, malgré que dans la revue, on parle aussi de rues et de rues commerciales, de différentes artères, mais je vais laisser le soin à notre invitée, Marie-Hélène Armand, de vous parler d'études de la vie dans l'espace public sur les rues à la Ville de Montréal. Alors, qui est Marie-Hélène Armand? Marie-Hélène Armand est urbaniste de formation, actuellement conseillère en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Elle est responsable de la planification à l'échelle des quartiers. De 2008 à 2013, elle a occupé les fonctions de conseillère en aménagement, chef d'équipe en aménagement et transport actif au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Alors, elle va vous toucher un mot un peu là-dessus dans sa présentation, et préalablement d'agente de recherche sur les environnements favorables à la santé à la Direction de santé publique de Montréal. Elle s'intéresse à l'avancement de l'expertise en matière d'aménagement piétonnier, aux espaces publics, au processus de gestion du changement, à la participation des citoyens dans la transformation de la ville, à la caractérisation des milieux, ainsi qu'aux nouvelles approches de conception faisant appel au transitoire. Alors, ça va nourrir tout ça, la présentation de Marie-Hélène. Je te laisse la parole. Merci Julien. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux connus ou ceux pour qui c'est un premier contact. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci au Centre d'écologie aussi d'organiser ces rencontres et de poursuivre la réflexion sur l'importance des villes à échelle humaine, la qualité des espaces publics et le besoin de données aussi pour avoir une prise de décision qui est éclairée. Mon volet va porter sur l'aménagement de rue, mais aussi toutes les stratégies pour intégrer les données et les façons de faire dans l'appareil municipal et comment, en fait, les outils qui sont développés par le Centre d'écologie, par les villes ou par d'autres peuvent être mis à profit pour la transformation de nos villes. Ce n'est pas moi qui peut changer la présentation. Alors voilà, on peut tout de suite passer à la suivante. J'ai relevé le défi, en fait, en me disant que ce serait intéressant pour vous, en fait, de connaître un peu l'histoire de l'évolution sur la question des espaces publics à Montréal, en ne remontant pas trop loin derrière, là, mais à l'émergence, finalement, de la réflexion sur la place du piéton, l'importance du piéton. Et en rassemblant toute l'information, c'est intéressant de voir qu'il y a eu comme 3 grands moments, en fait. Dans les premières années, on était plus intéressé à la promotion de la mobilité active, donc le transfert modal, la question des temps de parcours et les solutions d'aménagement étaient très orientées vers l'apaisement de la circulation, le repartage de la chaussée. Ça a évolué par la suite sur un discours autour de l'expérience du piéton. Donc, non seulement sa sécurité, sa mobilité, mais vraiment son niveau de confort, les diversités d'usages dans l'espace public, une prise de conscience aussi beaucoup plus grande que la rue est un espace public qu'on peut mettre à profit pour différents usages que la mobilité, qu'il y a un équilibre à retrouver. Et maintenant, on entre dans une autre sphère, une autre réflexion qui est encore aussi complexe, sinon plus, c'est d'être capable d'établir la relation entre l'aménagement du territoire et la mobilité, puis voir comment, par nos espaces publics, en fait, on peut avoir un impact sur la vitalité commerciale et communautaire. Donc, la Ville de Montréal s'est donné différentes politiques publiques. Je reviendrai en arrière, s'il vous plaît. Merci.
En 2006, il y a eu la Charte du piéton imbriquée dans le plan de transport qui a mené en fait à l'identification de chantiers, l'annonce du désir de renforcer la vitalité des quartiers et la planification locale de la mobilité qui a mené à la publication d'un guide sur les plans locaux de déplacement. Je nomme les différents outils, vous aurez les liens aussi pour aller y référer. Et pendant cette période, en fait, Julien le mentionnait, c'est une belle relation qui se poursuit pour moi avec le Centre d'écologie urbaine. J'étais employée, comme d'autres, dans l'auditoire du Centre d'écologie urbaine et on travaillait à la planification à l'échelle des quartiers, en soutenant des groupes citoyens pour faire valoir leur voix, des gens qui souhaitaient davantage de place pour la mobilité active, le verdissement dans les quartiers. Et ces plans-là sont parus de 2009 à 2011 et ont fait école pour ensuite nourrir les outils que la Ville de Montréal a publiés, notamment le premier guide sur l'apaisement des quartiers, le verdissement, le guide des quartiers verts qui est toujours disponible, et un second sur les aménagements piétons universellement accessibles pour lesquels la Ville de Montréal est assez avancée. Et en parallèle de tout ça, j'ai fait le saut à la ville dans un premier temps à la direction des transports, qui est maintenant la direction de la mobilité, comme gestionnaire d'un programme avec d'autres sur l'implantation de rues piétonnes et partagées. Et de ces exemples-là, en fait, de ces expérimentations-là, sont nés beaucoup d'apprentissages qu'on vous présentera et qui ont permis de percoler par la suite sur les réflexions sur la piétonisation à plus large échelle, dont ceux notamment de l'été passé. Maintenant, pour passer à la prochaine. Donc, on est passé finalement d'une phase en 2009, en fait au début 2000, on avait très peu de méthodes de collecte de données sur l'échelle humaine, sur l'échelle du piéton, à toute une déclinaison d'outils d'expérience qui se sont développés. Et maintenant, on arrive à un moment où la commande politique est de réviser le plan d'urbanisme et de mobilité pour la Ville de Montréal, d'en faire un exercice enchâssé, plutôt qu'avoir deux plans séparés. Cette réflexion-là s'inscrit dans des orientations stratégiques qui viennent d'être énoncées par la Ville, un plan stratégique Montréal 2030, un plan climat, je me suis trompée, il y a une faute de frappe 2030, qui nous oriente vers des objectifs très, très clairs de transition écologique et sociale. Et la crise sanitaire aussi vient renforcer le besoin qu'on a d'utiliser, de réfléchir autrement nos espaces publics. Donc, pour les suites, dans mon contexte de professionnel et comme d'autres, la nécessité d'avoir de la donnée probante pour appuyer nos actions devient vraiment une condition de réussite d'une importance vraiment très grande. Donc, ce qui est souhaité, c'est justement pour nous, puis c'est le défi, en fait, pour les suites, c'est d'appuyer nos actions dans une réflexion, en fait, des analyses un petit peu plus larges, et on verra comment on pourra passer là, de l'échelle de la rue à une échelle de quartier. On peut passer à la prochaine. Mais saut dans le temps, j'ai bien aimé la commande du Centre d'écologie urbaine qui me permet de voyager un peu dans le temps. Je peux juste faire un survol finalement de la fin des années 2010, quand la Ville s'était engagée à faire des quartiers verts et que notre petite équipe de 15 personnes s'était donné le mandat de soutenir des communautés. À l'époque, en fait, les éléments les plus intéressants qu'on documentait, on utilisait les différents outils, mais on était au balbutiement de la revendication de la place pour les piétons et les cyclistes. Et notre but, c'était vraiment de les rendre visibles dans les statistiques pour compétitionner, si on veut, avec la place des modes motorisés. Et ce qu'on faisait, c'était en fait des analyses territoriales, l'identification des lieux d'intervention, les lieux de fréquentation, des lieux d'intervention prioritaires, l'identification des parcours à privilégier pour renforcer sécurité, mobilité, l'expérience, des décomptes sur les rues pour comprendre combien de gens circulaient à pied ou à vélo, leur évolution dans le temps, et tout ça pour mettre en adéquation finalement leur présence et le repartage de la chaussée qui était très, très favorable au mode motorisé pour revendiquer un peu plus d'espace pour les piétons et pour les cyclistes. Tout ça était basé en fait sur les outils, je ne répéterai pas ce que Julien vient de présenter, sur les outils de Gaël et de d'autres qui ont inspiré notre pratique. Il a fallu se former des professionnels de la Ville également. Mais l'approche aussi misait beaucoup sur la participation d'universitaires, de citoyens, de bénévoles,
de différents acteurs finalement, faute de moyens en fait, mais aussi dans un objectif de sensibilisation, de pédagogie, de faire adhérer les gens et de développer un discours pour la place aux piétons et aux cyclistes et aux humains dans nos quartiers. Donc, ça a amené à l'adoption des premiers plans de quartier vert actif et en santé en 2009-2010. Et si on poursuit, qui ont fait école, en fait, et je vous invite à aller visiter en fait, pas un, mais le premier guide d'une série de guides techniques que la Ville a fait paraître, le guide des quartiers verts qui est paru en 2013, où on y rappelle finalement l'importance d'intervenir à l'échelle des quartiers, des mesures pour y parvenir dans un premier temps davantage pour apaiser et verdir les quartiers, mais surtout la pertinence d'inclure les citoyens dès le jour 1 finalement des réflexions, parce que ça s'inscrit dans une culture montréalaise, dans une tradition, c'est non seulement une condition de réussite, mais c'est une condition en fait pour créer une cohésion en vue d'un changement beaucoup plus grand. Donc de cet outil, on peut passer par la suite. Dans cet outil, il était mentionné, en fait, l'approche d'intervention qui visait davantage à l'époque le renforcement des centralités de quartier, mais basé vraiment sur le tissu de rues résidentielles, de rues locales, en proposant un rabattement de la circulation motorisée plus lourde vers le réseau artériel. Et c'est intéressant de voir en fait l'évolution de la réflexion parce qu'à l'époque, on excluait de la réflexion le fait qu'un centre, une centralité de quartier, un milieu de vie pouvait se situer sur le réseau artériel hiérarchique. Tout ça a évolué dans le temps, vous allez le voir, et on misait aussi sur le renforcement des parcours piétonniers sans nécessairement avoir les outils pour bien les analyser, bien comprendre les besoins. Donc, c'est ce qu'on a développé par la suite. On peut passer à la prochaine. Et un des éléments qui a été un facilitant, disons, pour développer les outils d'évaluation, les outils d'étude de l'espace public, ça a été la création du programme de rue piétonne et partagée, qui est une commande politique en 2013 pour accroître le nombre et la qualité des espaces publics en misant sur le réseau viaire. Les villes ont une réserve foncière intéressante, là, qui est le réseau de rue, qui est un espace public. Et la commande politique était de revoir finalement lesquels pouvaient être aménagés en rue piétonne et partagée. Et il y a un programme qui a été développé, designé sous forme de laboratoire d'innovation. Et pour ceux qui sont des villes, cet élément de laboratoire, en fait, ce laboratoire-là a été vraiment, et existe toujours, là, fondamental pour arriver à faire de la recherche et à développer de la connaissance. La façon dont on l'a développé à Montréal, pour ceux qui ne seraient pas de la Ville de Montréal dispose en fait d'une structure de gouvernance décentralisée, 19 arrondissements. Donc, on a choisi des services centraux de miser plutôt sur les forces puis la diversité des milieux des arrondissements pour concevoir ensemble des aménagements. Et en éclatant les lieux d'innovation, on arrivait finalement à accélérer la réflexion et à élargir le champ des possibles. Ça nous a permis de tester rapidement des nouvelles typologies des usages de la rue, de comprendre aussi ce qui était à faire et à ne pas faire, et en misant sur des approches multidisciplinaires, mais aussi une grande ouverture avec le milieu associatif, citoyen, de l'entreprise privée, du design, tout le milieu associatif, qui est très, très riche à Montréal, de développer finalement de la connaissance et une communauté de pratique qui soutenait la transformation des rues. Donc, j'aime le rappeler, les valeurs qui ont été mises de l'avant, ça a été des valeurs d'humilité, donc on ne savait pas comment intervenir, d'ouverture aux différentes visions, de flexibilité et de saine compétition qui ont permis l'émergence assez rapide là, de savoir. Notre objectif, c'était de positionner Montréal comme une ville où il fait bon marché, déjà une position qu'elle a déjà, et de développer le savoir-faire à l'échelle de la ville. Mais les stratégies, en fait, qui ont favorisé la mise en œuvre des projets et la transformation des quartiers, ça a été de s'appuyer sur une approche de participative et transitoire pour la réalisation des projets. Donc, qui dit participatif dit
participatif depuis le début en s'appuyant sur la culture montréalaise, donc à la fois des équipes multidisciplinaires combinant des professionnels, des arrondissements et des services centraux, mais très ouverte aussi au milieu citoyen associatif montréalais, local ou à l'échelle de la ville, et en misant sur une phase transitoire, donc une phase de prototypage où on teste in situ des aménagements temporaires qui se réaliseront de manière permanente pour créer en fait une adhésion, pour que les citoyens comprennent bien les bénéfices souhaités, mais aussi pour qu'on puisse raffiner les projets, faire les meilleurs projets. Et qui dit transitoire, on peut passer à la prochaine, dit l'importance de documenter. C'est là que les outils, en fait, de la firme Gale, le Public Space, Public Live, ou les EVEP nous ont grandement aidés et on s'est servi finalement des ressources du programme qui avait également un budget là, pour le suivi, l'évaluation, les communications, le développement la consolidation des connaissances puis l'enchâssement dans des guides pour adapter ces outils à la réalité montréalaise, les tester et voir comment on pouvait les utiliser le plus efficacement. Donc, chacun des projets qui ont été implantés, ce jour, je dis le programme, maintenant, j'ai changé de fonction en cours de route, il est toujours piloté par d'autres collègues. Le programme continue, mais pour chacun des projets, on est rendu à plus de 20 projets qui ont été lancés. Il y a des... la mesure de l'achalandage piétonnier qui est fait par le biais, non plus de comptage manuel, mais d'installation de bornes de comptage qu'on voit de plus en plus sur nos rues. Donc, c'est implanté sur chacun des projets. Ça nous permet de mesurer la fluctuation des déplacements dans le temps par période, la relation aussi avec la température. Chacun des projets, initialement, faisait l'objet d'analyse du profil des utilisateurs et de leur usage de la rue, ce que Julien appelait le dénombrement des individus ou la cartographie des activités. Il y a des grilles d'analyse qui ont été développées par notre équipe, testées, puis par la suite, on a délaissé cette activité d'évaluation pour remettre les grilles d'analyse plutôt aux concepteurs engagés par les arrondissements qui étaient plus à même d'analyser eux-mêmes puis faire le travail terrain pour réajuster leurs propositions d'aménagement. Il y a des sondages également qui étaient faits sur chacune des rues qui s'adressaient à la fois aux passants, aux résidents, aux commerçants dans le cas de rue commerciale, mais aussi à des publics ciblés dans des contextes, par exemple, où on avait une grande mobilisation citoyenne autour des écoles ou des lieux de fréquentation des jeunes. Et l'analyse aussi de l'accessibilité universelle qui était faite pour chacun des aménagements. Tout ça fait l'objet d'outils qui ont été développés dans le temps et en 2017, quand on a publié le guide aménagement piéton universellement accessible, qui est, entre parenthèses, notre Bible à Montréal sur les aménagements piétons, on a intégré à ce guide un chapitre complet, en fait 2 chapitres sur la caractérisation des rues à l'échelle du piéton et une série de fiches techniques qui vous aideraient en fait à bien documenter à la fois les besoins en amont d'un projet ou à faire l'évaluation de projet si vous voulez, si vous vous engagez dans une phase transitoire ou temporaire. Ce guide-là, plus globalement, il fait vraiment état des besoins des piétons et il y a une série de mesures présentées adaptées aux différents publics. Comme je vous dis, c'est vraiment une Bible à consulter. Vous avez le lien là, pour vous y référer. Donc, on peut passer. Et ces données, en fait, nous ont permis de soutenir la transformation des rues commerciales de proximité. J'ai choisi qu'un seul exemple issu du programme parce qu'il s'inscrit dans une préoccupation qui est d'autant plus actuelle et présentement en période de pandémie, c'est celle du besoin de renforcer les centralités de quartier, d'augmenter la superficie d'espace public. Et ici, c'est l'exemple du premier projet lancé par le programme, le projet de Castelnau, une rue, en fait, dans Villeray, juste au nord du marché Jean Talon, très, très soumis à la circulation véhiculaire. On a un peu plus classique, là, bidirectionnel avec stationnement, où on souhaitait transformer l'espace de manière assez audacieuse en lieu de rassemblement
Il a vraiment fallu y aller progressivement. Il y a eu beaucoup de réticences, mais par un premier repartage, en coupant une voie de circulation et une voie de stationnement. Et l'analyse, l'usage des outils, de la boîte d'outils nous a grandement aidé déjà. On peut passer à la suivante diapositive pour être capable de démontrer auprès des gens qui adhéraient déjà dans un premier temps au projet ou ceux qui étaient récalcitrants, qui avaient passage, qui avaient fréquentation de la rue, à la journée, on avait une bonne déambulation, mais surtout, si on passe à la prochaine, non seulement il y avait passage de piétons, mais en raison des aménagements qui avaient été mis, une augmentation de la rétention sur la rue. On a vu rapidement les aménagements être envahis par des gens qui venaient seuls, en famille, à deux, en groupe d'amis, s'installer sur la rue de Castelnau comme si la rue devenait leur café, l'extension de leur salon, sans nécessairement consommer. Et il y a un éclatement des usages des usages plus alimentaires, de prendre un café, manger, en faire un lieu de rencontre de travail, mais aussi un lieu de jeu. Et tranquillement, on a vu davantage d'enfants, de familles s'installer. C'est un secteur, il faut savoir, où il y a très peu d'espace public de très, très proche de proximité. Là, on a le parc Jarry, mais quand même, pour les parents d'élèves qui faisaient la distance résidence-école à tous les jours aux résidences CPE, il y avait très peu de lieux pour s'arrêter. Et tranquillement, les espaces qui ont été mis à disposition ont été utilisés à des usages communautaires, familiaux, festifs. Dans les indicateurs de mesure, outre ceux qui ont déjà été présentés de comptage et de repartage à chaussée, un des éléments qu'on a mis de l'avant régulièrement, c'est l'augmentation, en fait, le décompte finalement des places pour s'asseoir qui permet aux gens de rester dans l'espace public et le nombre d'activités proposées, gratuites et les taux de satisfaction. Donc, on peut passer à la prochaine. Simple parenthèse aussi, vous aurez accès à la présentation pour rappeler à quel point les données sont pertinentes dans le débat public pour, en fait, non pas défendre, mais débattre de manière éclairée des projets. Ici, ce sont un extrait de la présentation bilan à l'automne post-première année d'implantation. Il y avait énormément, je le rappelle, de réticences dans le quartier qui venaient de certains commerçants riverains qui disaient que leur chiffre d'affaires allait complètement chuter. Bon, les classiques, en fait. Là. Certains résidents riverains aussi qui étaient réticents au projet, jusqu'à la fabrique de l'église. Mais les données ont su adoucir le discours et tranquillement, il y a eu de l'ouverture en se disant, bon, mais testons-les, continuons à documenter et allons de l'avant. Projet qui maintenant, en fait, est loin d'être arrêté, se poursuit plus tranquillement que prévu initialement, qui faisait l'objet de réflexions pour la transformation en rue partagée, mais qui, cet été, la rue de Castelnau, dans le contexte de la COVID, a été entièrement piétonnisée. Donc, toute la démarche, finalement, toute la donnée a permis de créer de l'ouverture. On peut maintenant passer à la suivante. Très rapidement aussi, le cas de Wellington, je reviendrai aussi par la suite, à quel point la donnée a su, en fait, faire évoluer le projet, un projet qu'on souhaitait initialement dans l'arrondissement beaucoup plus audacieux. La réticence, encore une fois, avait permis, dans la première année, si je ne me trompe pas, c'est en 2016, un repartage assez simple de la chaussée, reprise du stationnement sur un tronçon de part et d'autre. Et les analyses, les observations ont démontré que l'engorgement de la programmation, en fait, les espaces étaient tellement petits qui se limitait finalement l'utilisation continue des lieux. Et dans la deuxième année, on peut passer à la prochaine, ça justifie finalement un repartage assez atypique à ce moment-là à Montréal, c'est-à-dire le rabattement de la voie de circulation d'un côté de la chaussée pour récupérer les deux largeurs de voie de stationnement du côté le plus intéressant, du côté du parvis de l'église. Une typologie de rue qui a été récupérée par la suite. Et si on poursuit dans le temps, 2020, la crise sanitaire nous surprend. Et tout d'un coup, on a un besoin criant et urgent de nouveaux espaces publics. J'aime bien présenter ces graphiques, en fait, parce que confinés chez nous, confinés à Montréal, l'augmentation, en fait, de la fréquentation des parcs a grimpé en flèche et ça nous rappelle, encore une fois, la chance qu'on a d'avoir ce réseau viaire qu'on peut transformer à d'autres
usages. Les données sont intéressantes, augmentation de 75% des espaces, des parcs, c'est pour le Québec, là, c'est pas à Montréal, en décembre. Et même pendant l'hiver, en fait, cette fréquentation-là chute à peine. Donc, ça alimente la réflexion sur l'usage des rues et ça ouvre aussi, on peut passer à la prochaine diapositive, ça crée de l'ouverture à l'usage des rues commerciales, leur compréhension aussi, leur importance en termes de lieux de proximité, lieux communautaires. Et à Montréal, on décide de piétonniser de longs tronçons, dont les exemples ici, ce sont Mont-Royal et Wellington. Avec certains collègues, on peut passer à la prochaine. On a été mandaté pour faire une consultation publique par le biais de sondage sur la fréquentation de ces espaces-là. Les résultats sont fort positifs et s'inscrivent aussi positivement pour la transformation de ces espaces-là dans le futur. Très rapidement, là, on a eu un nombre de répondants énorme qui traduisait l'intérêt pour les aménagements qui ont été mis en place, des gens qui venaient majoritairement de Montréal, qui avaient comme mode de transport principal différents modes et qui globalement faisaient partie des groupes d'âge de 15 à 55 ans, beaucoup moins de répondants de 55 ans et plus. On reviendra par la suite, je vous expliquerai pourquoi c'est important. On peut poursuivre. Et même stratégie, énormément de démarches d'évaluation qui ont été faites. Ici, je me concentre sur les observations, les comptages et le sondage. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites de ces aménagements. Les comptages, encore une fois, traduisent une fréquentation assez élevée par tronçon de rue. On peut passer à la prochaine. Mais ce qui est surtout important de documenter ou de connaître, c'est que les gens, non seulement il y a un va-et-vient, mais les gens qui viennent, la qualité des aménagements fait qu'ils viennent plus souvent, ils viennent plus longtemps. Et ils viennent pourquoi? Ils viennent parce qu'on a transformé le domaine public, on a agrandi les terrasses, on a mis à leur disposition des tables à pique-nique, des pots de fleurs, différents mobiliers urbains, des endroits non payants aussi, des endroits ludiques où on peut venir, peu importe notre groupe d'âge, pour occuper la rue comme si on était dans un parc de quartier, dans un lieu de proximité. Ça égaye les déplacements quotidiens. Et si on passe à la prochaine, quand on raffine notre regard là, sur les motifs de la visite, on se rend compte que les gens fréquentent la rue, non seulement par évidence là, pour la vocation commerciale de consommation, mais que les autres motifs aussi prennent en importance, soit celui de se déplacer, de faire de l'exercice physique, de socialiser. Et cet espace-là devient un salon urbain, un lieu d'études, un lieu de travail, des vocations qu'on souhaiterait en fait renforcer dans le temps. Et un élément qui est important dans la réflexion sur l'avenir des rues commerciales, c'est de comprendre aussi, si on compare nos rues commerciales à des centres d'achat, par exemple, les gestionnaires de centres d'achat essaient que les espaces intérieurs soient le plus agréable possible pour que les visiteurs y demeurent et qu'ils se sentent en situation de loisir. Deux conditions qui font qu'on augmente la consommation dans le lieu. Et si on ramène ça à la rue commerciale, en fait, ça peut être d'excellentes stratégies pour inscrire le geste de réaménagement du domaine public dans des visées de vitalité à la fois commerciale et communautaire. Et en fait, donc, il y a également des analyses qui ont été faites pour mesurer le taux de satisfaction très élevé, hein, qui traduisait la volonté de poursuivre les aménagements dans le temps. Mais ce qui est surtout intéressant, je vais aller vers les suites, c'est de comprendre, en fait, la variation des taux de satisfaction, où elle se situe. Est-ce que c'est en fonction du mode de transport principal des individus ou selon le lieu de résidence, ce qui n'est pas le cas, mais c'est plutôt en fonction des groupes d'âge qu'on a une variation assez importante des satisfactions. Et pour nous, comme planificateurs ou comme concepteurs, c'est un élément important à prendre en considération parce que l'adéquation entre le besoin et les mesures mises en place est à renforcer. Ça nous demande aussi de renforcer nos stratégies de communication, de sensibilisation pour s'assurer que les gens un peu plus âgés en fait, se retrouvent, connaissent les aménagements et ils soient confortables. On peut passer à la prochaine. Donc, en conclusion, quelques bonnes pratiques, il y en aurait eu plusieurs là, pour créer des villes à échelle humaine. S'assurer de bonifier la gestion de projet en systématisant l'analyse, l'évaluation des lieux, des quartiers et des rues à l'échelle humaine et de renforcer le dialogue avec les citoyens et les parties prenantes.
de développer des balises flexibles, des guides d'aménagement qui sont adaptables au contexte pour soutenir la mise en œuvre de la vision. Communiquer clairement nos visées, les retombées des interventions. Souvent, on va être timide à le faire et ça laisse beaucoup de place à la désinformation. De mettre en place des équipes multidisciplinaires, des comités mixtes, oser en fait s'ouvrir à l'extérieur. On a beaucoup travaillé avec les sociétés de développement commercial ou le milieu universitaire. C'est hautement bénéfique. De bâtir sur les apprentissages, miser sur le partage de connaissances et de la formation interne, ce qui est un élément important. Les villes sont rarement dotées de structures d'apprentissage, de formation interne et on oublie finalement le savoir colligé au fil des années. Et de mettre en place des mécanismes de bilan qui traduisent l'atteinte des objectifs découlant de la vision et des interventions une fois que nos politiques publiques sont publiées. Donc, je vous laisse sur en fait nos défis pour les suites, pour alimenter à la fois le plan stratégique de la Vision de Montréal, mais aussi le plan d'urbanisme et de mobilité en rédaction. Montréal s'est engagé à offrir à l'ensemble des Montréalais des milieux de vie sécuritaires de qualité, une réponse de proximité à leurs besoins. Et on explore la notion de la ville des courtes distances, on entend beaucoup parler pour inscrire finalement, renforcer notre réflexion sur l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers en se basant sur 4 principes fondamentaux, c'est-à-dire la proximité des services, des équipements publics, dont les commerces et des lieux de résidence, la dynamisation des rues et leur aménagement à échelle humaine, la connectivité des milieux de vie et l'accessibilité finalement entre les lieux et entre les quartiers. C'est là que ça devient intéressant pour nous aussi à Montréal d'élargir notre réflexion puis de s'inspirer maintenant de Toronto, de Vancouver ou de Lausanne pour être capable d'inscrire ces études-là dans des réflexions à plus large échelle. Donc voilà, je vous remercie. Courante, en gros, c'est généralise, mais aussi beaucoup qu'on se partage la connaissance. Il y a énormément de travail fait dans la ville, dans notre ville de Montréal, entre les villes dans le milieu universitaire. Donc, il y a une consolidation des connaissances, peut-être la création d'une grande communauté de pratique. Julien, je vous l'envoie comme ça, comme un projet, un souhait pour les suites. Mais en complément à ce qui a été présenté, ce qui serait intéressant, en fait, ce qui est intéressant qu'on fait également, c'est toute l'analyse des... j'ai parlé beaucoup des rues commerciales, mais le portrait, l'évolution en fait commerciale, les sondages aux commerçants aussi, cette dimension-là qui a besoin vraiment d'être renforcée pour comprendre l'avenir de nos rues commerciales de proximité, puis orienter à la fois dans la planification, mais dans l'aménagement, orienter leur transformation et éviter le statu quo. Il y a différentes choses aussi, on a différents lieux d'intervention prioritaires, peut-être se concentrer sur la documentation autour des écoles, les lieux de fréquentation des jeunes, les lieux de transport collectif. Peut-être un souhait aussi, c'est que ces données-là, on en collige beaucoup, ils font l'objet de rapports, mais soient assemblées et mises à la disposition dans je ne sais pas quelle plateforme, quel laboratoire pourrait être mis en place pour que ces données-là puissent bénéficier plus largement au monde de la recherche, aux citoyens, différentes personnes, pour éviter que ça demeure, je ne dirais pas en vase clos, mais en tout cas pour qu'elles soient mises à profit puis qu'on soit capable d'accroître la connaissance, là. Faire plus facilement pour nous aussi des bilans. Merci Marie-Hélène. La première question est venue de nous et je vais maintenant prendre du public. Alors, on a une première question qui est assez proche de la première, finalement. On nous demande quels leviers fournissent les outils de l'EVEP aux organismes communautaires. Je pense que ça va te ramener dans le passé au Centre d'écologie urbaine, Marie-Hélène. Et comment pourrait-on mieux employer les outils utilisés actuellement? Ce qui est assez proche de la première question. Mais j'imagine qu'on veut entendre parler pour les organismes communautaires. En fait, les outils fournissent, on l'a bien mentionné, de la donnée traduite en outils cartographiques ou outils communicatifs. Elles sont aussi un outil de sensibilisation,
d'information extrêmement important. Que ce soit les villes ou les organismes communautaires qui les colligent, en fait, c'est aussi des arguments pour que nos élus défendent les projets. La deuxième question, Julien, est-ce que tu peux me la rappeler? C'était Oui, on comment on nous peut disait... optimiser l'usage, oui, hein? exactement. En fait, il y a différentes façons dans nos différents outils, que ce soit ceux de la publication du Centre d'écologie ou la nôtre. On utilise des moyens très simples en impliquant des citoyens ou des moyens plus technologiques. Je ne saurais quoi répondre à cette question-là. Outre multiplier les études, quand on parle par exemple des technologies de condage, il y a plein de choses qui évoluent là, vers des vidéos, différentes choses qui sont plus ou moins accessibles aux citoyens, mais toute cette sphère, en fait, là, les outils sont en développement, en évolution. Merci Marie-Hélène. Alors, on a reçu une question qui était sur l'approche participative. On nous dit, elle est décrite comme une condition pour susciter l'adhésion au projet. Que faire lorsque les concepts transitoires qui en résultent est un rejet total? Doit-on considérer que le projet n'est pas bon malgré ses bénéfices? Et je pense que ça rejoint une question que nous aussi au Centre d'écologie urbaine, on s'était préparé ou qu'on posait la question plus par rapport à l'acceptabilité sociale d'aménagements parfois contextés, notamment dans les rues piétonnes et partagées, sur les rues commerciales. De ton expérience, les bonnes pratiques pour intégrer ces études à un projet d'aménagement pouvant être polémiques. Je pense que ça revient un peu à ce thème-là. Il y avait plusieurs questions dans la question. Le volet participatif, c'est une condition une grande condition de réussite, ce qui ne veut pas dire que tout projet doit faire l'objet nécessairement de démarches participatives pour justifier en fait l'implantation. Parfois, c'est la politique publique qui a fait l'objet de consultations. Il reste que dans la sphère de l'innovation, quand très humblement, on ne sait pas exactement comment faire les aménagements, ça demeure une condition de réussite très, très, très importante. Ensuite, dans la démarche, on peut intégrer l'usage des différentes études mentionnées, que ce soit dès le démarrage du projet pour faire l'analyse du milieu, identifier les besoins, les priorités, pour en fait nourrir la conception d'un projet qui soit transitoire ou dans une première phase permanente. Et si on opte pour le transitoire, pour l'évaluer en continu puis bonifier jusqu'au chantier final. Et même pour la suite des choses, on pourrait utiliser les outils. Dans le cas où il y a rejet total, ce qui arrive très rarement dans une démarche aussi ouverte et humble, en fait, soit on attend ou soit on arrête le projet. Un rejet total peut signifier que la population n'est pas prête à recevoir le projet, n'est pas prêt à ce changement de comportement-là et le risque de créer de la distance puis de briser le lien social est trop grand. Mieux vaut s'arrêter puis prendre le temps de laisser les choses aller un peu. Ben merci, c'était tout le temps qu'on avait pour notre période de questions. On peut retourner à nos diapositives pour la fin. Merci vraiment, Marie-Hélène, de ta générosité, d'avoir répondu aux questions sur le vif. Et merci à vous tous et toutes d'être là aujourd'hui, d'avoir pris votre heure du dîner pour participer à ce webinaire et de contribuer au mouvement de transformation des espaces publics avec des données probantes. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour parler de vos projets d'études. Je vous mets en contexte, le prochain événement est la journée de formation qui aura lieu au printemps. Si vous êtes intéressé à tester les méthodes avec nous sur le terrain ou il reste à déterminer si ce sera sur le terrain ou dans un format hybride étant donné le contexte de pandémie, faites-nous le savoir et nous vous envoyons, on vous a envoyé un formulaire pour que vous puissiez nous dire si vous voulez être consulté. Si vous voulez être contacté pour la formation. Et Marie-Hélène nous a parlé beaucoup des données qui sont utiles pour transformer les rues, surtout. Et en parlant de rues, je nous ai gardé une surprise pour la fin, le dessert du midi. Alors, on lance aujourd'hui un outil de 4 pages
qui synthétise les manières d'appliquer les EVEP aux rues et artères commerciales, alors basé sur notre revue qu'on a lancée début février. Et on est allé synthétiser finalement tout ce qui s'appliquait aux rues commerciales, et vous y trouvez des définitions utiles, des types d'indicateurs adaptés aux rues, mais surtout des exemples de transformation de rues ainsi que différentes ressources. Et en terminant, on peut changer de diapositive. Je vous rappelle où trouver l'ensemble de nos conférences et outils. Alors, on a nos 2 livres, La vie dans l'espace public, comment l'étudier, qu'on a traduit vers le français, pour des villes à échelle humaine également, et le guide complet que je mentionnais au début de la présentation pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. Il s'agit de la plateforme lesespaces-publics.com. Et le webinaire que vous avez écouté ce midi, si vous voulez le réécouter encore, si vous ne vous lassez pas de nous, ça va être mis en ligne dans la section conférence. Merci encore d'avoir été là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires, des questions sur comment réaliser des EVEP dans vos quartiers pour créer des villes à échelle humaine partout au Québec, au Canada et à l'international. Bonne journée à vous, tout le monde. Merci. Il y aurait beaucoup à dire. Merci beaucoup, Centre d'écologie urbaine. Bonne journée.